Je suis à présent là, mesdames et messieurs, avec le consultant politique qui est dans ce studio avec moi pour l'exercice. Bonsoir à vous, capitaine Napoléon Mafouécan. Les affaires languir, mais on y est. Oui, avec toutes nos excuses. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs, restez fidèles, et puis voilà. Merci pour votre fidélité d'ailleurs. Alors cet exercice, Agapit Napoléon Mafouécan, vous le savez, mesdames et messieurs, nous le démarrons, où nous nous fondons sur nos plateaux de dimanche, c'est politique. Mais dans l'entretien avec le ministre conseiller Gilbert Déoumalé, l'invité à présenter une ligne de défense assez cohérente des politiques gouvernementales, on peut oser le dire, des analyses solides qui ne laissent pas ou que très peu de place à des contestations directes. Donc, si vous le permettez, Agapit Napoléon Mafouécan, on passe là-dessus pour en venir à des sujets d'actualité sur lesquels votre expertise est bien évidemment précieuse pour ce décryptage. Et on va démarrer par ce sujet d'actualité. Et pour ce faire, je veux bien faire appel à votre statut d'ancien conseiller à l'ARAC, puisque nous avons entendu ce dimanche après-midi le secrétaire général de l'institution annoncer que l'ARAC voudrait bien, ou en tout cas allait se pencher sur la régulation des réseaux sociaux et également de la presse universitaire. Voici les questions que je veux bien vous poser. La première, la régulation des réseaux sociaux, on le sait, est assez complexe de par leur nature inter ou transnationale et leur instantanéité. Pensez-vous réellement qu'une régulation efficace soit possible au plan national? Écoutez, de toute façon, l'AC, c'est une institution de la République, hein, qui a deux ou trois missions, mais des missions très très pointues. Donc, c'est assurer, à titre de cadre de la Constitution, la liberté de presse. Elle reconnaît, garantie au Bénin, elle est protégée par la haute autorité de communication dans les conditions fixées par la loi. La loi, l'article 56 de la même constitution, je pense, où l'article 142, 143 évoque la mission de la HAC et comme la manière dont le président de la HAC est élu. Lorsque vous regardez les missions, c'est assurer la protection et la liberté de la presse et de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Quand on dit de tous les moyens de communication de masse, beaucoup pensent que la HAC, sa mission est essentiellement et uniquement portée sur les médias. Et lorsque j'ai été amené quand même à entretenir des auditeurs en licence ou en master sur ces questions en droit des médias, avec droit des médias du numérique et de la communication, des médias de la communication du numérique, droit de l'information, de la communication. Beaucoup estiment que ça ne concerne que les journalistes. Donc vous avez des gens en marketing qui pensent, bon, le droit de l'information c'est pour les médias, c'est pour la... Non, non, le code de l'information, hein, la loi 2015 et 07 non, du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication ne règle pas que pour les journalistes. Or, cette loi, cet appui sur la loi organique, c'est une loi qui découle, une loi d'application de la loi organique et de la Constitution. La Constitution, on vous a déjà parlé des articles 24, 56, 142 et 143 de la Constitution. Mais il y a la loi organique qui a été amendée en 2022, la loi 22-13, hein, la loi 22-13 du 5 juillet 2022, portant loi organique de la HAC. Alors quand on produit ces textes, donc la loi, là maintenant si on doit aller dans les normes, et dans la hiérarchie, on parlera de la Constitution du 11 décembre 80 et dit amendée en 2019, on parlera de la loi organique 92 qui a été remplacée par une autre loi organique en 2022, mais c'est quand même le même contenu presque. Donc la loi est 22-13, donc du 5 juillet 2022, et il y a le Code de l'information et de la communication. Lorsque vous faites une lecture croisée, vous vous rendez compte que la HAC a des compétences élargies, très élargies en la matière. Et moi, je m'amusais, j'étais conseiller à la HAC en 04-09, 2004-2009. Je disais à mes collègues, à mes amis, à mes collègues, dont le président actuel, je disais, écoutez, nous, de toute façon, nous n'exerçons que les 20% des missions de la HAC. On dit, ah, votre HAC est trop... On n'est pas si compliqué que ça. On sait, nous, qu'on avait fait les auditions publiques. On a commencé les auditions publiques. On a été taxé par les confrères de tous les noms. J'en ai fait des frères. Ça, je le dis ouvertement, parce que j'étais le plus jeune. Et peut-être le premier de ma génération à y aller. J'avoue que ça n'a pas été facile
Tout simplement parce que les confrères et l'opinion ne perçoivent pas la mission de la HAC. On l'appelle la H. C'est une puissante institution à qui l'État ne donne même pas encore tous les moyens. Il n'y a que Patrice Talon et peut-être Boni Yahi qui a commencé un peu, et Patrice Talon a commencé par donner les moyens à l'institution. Aujourd'hui, la HAC est en train de rentrer réellement et pleinement dans ses prérogatives. Justement, j'évoquais l'instantanéité de ce qu'elle veut réguler maintenant. Quelqu'un peut échapper à l'autorité. Quel que soit, même si ça arrive, dites-moi, même si c'est le rêve qu'il faut réguler, tant que l'institution est chargée de réguler le rêve, elle a les moyens, elle se donne les moyens de réguler le rêve. Donc, l'instantanéité ne peut pas empêcher la HAC de réguler. Les gens avaient pensé que la multiplication des médias, allait empêcher la HAC, surtout les médias comme la radio, la télévision. Donc, pendant longtemps, on se disait comment on va régler la période électorale avec tant de radio et de télévision, les émissions en direct. Mais la HAC n'est pas venue. La HAC sort 2 décisions vers les élections. Une décision qui crée une période qu'on appelle la pré-campagne. Et aussi, il y a un suivi, il y a une mise en place d'un mécanisme de suivi, de monitoring, de suivi direct et d'action immédiate, comme les mesures conservatoires, comme les étudiants publics. Donc, la HAC donne les moyens, si elle veut. Quand moi j'y étais, nous avions effectivement pensé réguler, trouver une petite place pour les médias amateurs. L'expression, c'est pas quand on dit médias amateurs, ça existe différemment peut-être, mais quand nous, ce que nous mettions à l'époque, et j'ai été chargé de faire un rapport sur la question, ce qu'on appelle médias amateurs, c'est médias animés par d'amateurs non professionnels. Donc c'est les médias rustiques. Il y avait Jimon Oussou, je ne sais pas si c'est, non, c'était Philippe Oussou, c'était un jeune de Ekpé, qui avait créé par des méthodes un peu, disons, archaïques, voilà, une radio. Et la HAC, avant nous, allait démanteler. Et à la place universitaire qu'on avait stoppé, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut stopper l'initiative? Est-ce que ce n'était pas l'occasion de voir dans quelle mesure la HAC, elle est plein pouvoir, régule le sujet? C'est vrai, j'ai été chargé d'une étude, j'ai fait le rapport, hélas, ça n'a pas pu passer parce que mes aînés avec qui j'étais membre de la HAC ne sont pas. C'était l'une des HAC les moins professionnelles en termes de gens axés, gens ouverts sur les médias. Ouverts sur les médias. Et on était quand même en 2004, on n'est pas en 2025. Donc, il n'y avait pas encore cette démocratisation de l'outil, il y avait encore cette peur panique. Et donc, du coup, le rapport n'a pas été adopté. On m'a renvoyé paître, comme on le dit, après être rejeté. Mais ça m'a fait mal parce qu'on a été démantelé, ce monsieur. Et après, quand on a lancé les fréquences qu'il a demandé, on n'a pas pu lui donner. Et puis d'ailleurs, Boni Yahi a bloqué les mécanismes de fréquence à l'époque. Donc voilà, c'est l'histoire. À l'université, même chose. Même mon rapport de l'époque de 2004 avait pris en compte, je pense que c'est 2006, 2007, ça avait pris en compte le cas de la presse universitaire. Parce que même si la radio universitaire opère sur le champ universitaire, le champ couvert par les franchises, elle émet pas les moyens de communication de masse. On va revenir sur cette franchise-là. Et quand on dit non, cette franchise ne couvre rien en matière de la mission de la HAC. La HAC est indépendante de tout pouvoir. Donc, il faut oublier la franchise. La HAC demande au ministre de l'enseignement supérieur d'instruire le recteur. C'est terminé. Il n'y a pas d'autre. L'État est un. Il n'est pas multiple. Et il n'y a pas plusieurs pouvoirs dans le pays. Il y a un seul pouvoir central. On a dévolu des pouvoirs à des organes, mais ils ne sont pas au-dessus des. N'y a-t-il pas de risque d'étouffer à un moment donné des débats critiques? Non, c'est quoi vous l'avez étouffé des débats critiques? Vous le comprenez bien. Donc, vous l'avez vu là, étouffer des débats critiques sur le plan national. L'université, c'est un champ de connaissances. Ce n'est pas le lieu des grands débats politiques. C'est un champ d'études. Donc, la presse universitaire, que j'ai animée d'ailleurs, comme le héros, nous étions à l'époque, nous étions encore l'organe de militantisme estudiantin. Nous avons milité, Chaltokor, Edouard Loco, moi-même, Aoudo, tout ce monde que vous voyez aujourd'hui, oui, mais nous étions responsables. On n'a pas attendu qu'on nous donne le niveau de la responsabilité. Nous savons que nous étions un des organes au service de la coopérative universitaire, donc de l'UNEB, de la FNEB, la Fédération nationale des étudiants du Bénin,
donc de la cause universitaire, mais nous savons que nous opérons dans l'espace universitaire où il y a le rectorat, donc il y a une autorité universitaire. Donc nous donnions la parole. Notre rôle était de donner la parole aux acteurs. Et après, de décrypter, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui. En fait, nous ne sommes pas là pour trancher des débats et les questions qui ne relèvent pas de notre compétence. Et les journalistes et les étudiants n'ont pas ce droit-là. Et ils ne peuvent pas transposer le champ universitaire comme le champ national en amenant des hommes politiques venir faire leur bataille. Ils peuvent. Donc ça ne doit pas arriver. La l'environnement académique, la régulation de l'activité. Écoutez, en 92, 93, lors des grands mouvements étudiantins, après la conférence nationale, lorsque le recteur Tchédé a fait venir des vigiles, a demandé à la police de venir assurer la sécurité, on dit une franchise universitaire. Que la police ne doit pas... La police ne doit pas entrer sur le champ universitaire. D'accord. Est-ce que les étudiants sont autorisés à aller empêcher d'autres de faire cours? Est-ce que les étudiants sont autorisés à aller vitrioler, à aller frapper, brutaliser les professeurs? Voilà. Donc il y a une régulation à faire. Le recteur a assumé. Il a eu les conséquences, mais il a assumé. La police ne peut pas entrer sur le champ universitaire comme il entrerait dans une épicerie. Ça, c'est clair. Mais quand, à la demande du recteur, oui, la police peut. Le recteur Tchédé, personnellement, nous a montré comment l'autorité s'exerce. Parce qu'on n'est pas dans un état anarchiste. C'est la même chose. Le champ universitaire n'échappe pas au contrôle et à la régulation des médias. Cela dit, le volet régulation doit prendre en compte François Oudou, SG de la HAC, est un ancien de la presse universitaire. Edouard Loco, président de la HAC, est un ancien de la presse universitaire. Donc, ils ne vont pas étouffer les libertés universitaires. Ils sont des anciens de la presse privée, aujourd'hui bouillante, mais on était au début. Donc, on ne peut pas étouffer ça. Mais ils savent mieux que tout autre. Edouard Loco, pour avoir été vice-président de la HAC, président du patronat, président de l'ODEM, il sait bien qu'il faut réguler aussi. Et donc, nous avons la chance, mieux qu'en 2009-2013, la mandature, quatrième mandature avec le président Nata, Edouard Loco, vice-président, Kim Abassé-Guéré, Joseph Ogunchi, Victorin Agbonon, Rufai Akobi, Sébastien Kovo, c'était la HAC la plus professionnelle, la plus proche professionnellement, je l'ai dit, qui connaît et qui a essayé d'avoir le regard des professionnels sur l'institution. Ils venaient après nous, ils essayaient de réajuster un peu, mais nous étions la plus exigeante de la troisième mandature. On a pris beaucoup de mesures de régulation. Donc aujourd'hui, moi je me trouve à l'aise qu'enfin, on se réveille à mettre de l'ordre sur les réseaux. On appelle des gens influenceurs. Qui influence qui? Mais le contenu de leurs propos doit être régulé. Parce qu'ils n'ont pas de droits, la liberté de l'un, personne n'a le droit d'injurer l'autre. C'est une plateforme où tout se dit d'ailleurs, c'est une grande masse. Est-ce que dans laquelle chacun va étaler son impolitesse sur l'autre, et après, attendez, le code de l'information. Regardez, qu'est-ce qu'on a reproché à Akpona? C'est ça. Plusieurs choses. C'est dans une grande salle. Non, qu'est-ce que Akobi et l'autre, le ministre Adambi, lui diffamation. Très bien. Et il a fait où? Dans une grande salle. Publiquement. Et l'honorabilité des gens, ceux qui ont dit des choses. On vous injurie comme si vous étiez... Qui a ce droit? La société donne... Non, attendez. Le code de l'information. Les lois de la liberté de la presse est reconnue, est protégée, est garantie en République du Bénin. Elle est protégée. Donc cette liberté au nom de laquelle, que ce soit la charte, que ce soit comment on appelle, la déclaration de 1789 sur la liberté des citoyens, des peuples, que ce soit la déclaration des droits de l'homme et des peuples de 48, que ce soit les pactes de 66, que ce soit la charte africaine de 81, toutes. Vous avez droit à l'information, vous avez droit vous avez la liberté de vous exprimer. Oui. Mais ça doit se faire conformément à la loi. Mais quand on sait... Non, attendez, ça doit se faire conformément à la loi. Donc il n'y a plus de camp. Est-ce que ceux qui s'expriment connaissent la loi? S'ils connaissent la loi, ils le font. Moi, je peux dire, je brûle le feu. On m'arrête,
Je sais que j'ai violé la loi. Je m'arrête, je dis, donne-moi la contravention, donne-moi le taxe. Parce que je suis pressé. J'ai été un délicat citoyen, j'ai violé la loi, je suis conscient de ça. Pas de souci. Mais si je ne crois pas me lamenter, je vous l'ai dit, j'ai raconté à des étudiants, je l'ai dit ici sur le plateau, j'ai quitté la maison, on me prend pour que vous n'avez pas mis votre volant. Et vous n'avez pas mis votre ceinture, vous êtes au volant, pas de ceinture. Il dit, ah oui, mais vous lui avez dû faire un peu de sensibilisation, il dit, monsieur, vous aussi. Est-ce qu'on doit vous sensibiliser à la conduite? Vous l'avez permis, il dit oui, montrez votre permis, il a montré, dit, vous êtes en contravention, vous n'avez pas mis votre ceinture. Je dis, quelle est la contravention? On peut payer sur place ou bien? Donnez-moi le papier, on dit, non, si vous voulez, vous payez sur place. Et c'était réglé. C'est ça. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. La loi existe. La liberté existe, elle s'exerce dans le respect de la loi. La HAC est là pour gérer, pour réguler tout ça là. Donc, elle décide de le faire. On doit se mettre en ordre. Non, la grosse interrogation, on va pas, doit-on s'attendre à une censure excessive, d'autant plus qu'on parle de plateforme. Si elle décide de censurer, c'est un gros marché. Si elle décide de censurer excessivement, elle en aurait le droit. Ben non. Laissez-moi finir. Lorsqu'on vous donne une liberté, que vous ne savez pas utiliser, on vous montre le chemin. Et parfois. Et c'est la censure excessive. Pourquoi vous ne pouvez pas vous auto-réguler pour empêcher la censure excessive? Pourquoi on est toujours là à penser que c'est les autres qui sont... Censure excessive, ça va brimer les libertés, hein, Agapit Napoléon Mafarika. Donc, se laisser aller et brimer d'autres libertés sont normales. S'il y a des lois qui encadrent la diffamation et tout ce que vous voulez là, ils diront... Mais c'est cette loi qui donne l'autorisation à la HAC, qui fait ce qu'elle fait. C'est la même loi. La HAC ne vend rien. C'est ce laxisme sur la liberté de presse. Et moi, qui vous parle, je suis tellement bien situé que le jour, un certain mardi 20, c'était un mardi ou un lundi, 20 juillet 2004, où la troisième mandature était installée, le discours de Kérékou résonne encore dans ma tête, où les membres de la deuxième mandature ont été nettoyés devant nous. C'est-à-dire qu'ils étaient là, on les a tellement... Kérékou les a banalisés, a montré l'inutilité de leur passage, alors qu'ils faisaient du travail. Comment, malgré tout ça, la presse continue d'être. Le jour-là, mais moi j'ai eu honte à la place de mes aînés, parce que j'étais président des journalistes, et j'ai vu le travail qu'ils ont fait. Donc, on ne va pas passer le temps à faire de la régulation, et à faire de la prévention. Voilà, ah non, il ne faut pas qu'on brime, Non, personne. Je suis défenseur de liberté, je le dis toujours. J'ai marché pour la liberté. Je suis entré dans une rédaction aujourd'hui, dans ce pays, pour défendre la liberté. Je suis défenseur de liberté et je le revendique. Mais moi, je mets à côté, il n'y a aucune liberté s'il n'y a pas la responsabilité. Sinon, on est au libertinage, on est au désordre, on est à l'anarchie. Une société non régulée, c'est de œil pour œil, dent pour dent, c'est foutu. Donc, votre sécurité, même si la médiation, ce que je dis là maintenant, au lieu que quelqu'un m'oppose, par exemple, de la pensée, du contenu, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, c'est imbécile, attends, tu me fais honte, oh, voilà, mais de quel droit il a le dit? Et qui l'a autorisé? Et lui, qui a le dit? Donc, de s'exprimer. Et la police, alors, de la profession, a le droit de le faire taire. Ou alors de lui dire que tu es impoli, tu n'as pas ta place sur ces médias-là. Au nom de la préservation de l'ordre public. Attention, si tu m'injuries, je trouve ta maison et je te brutalise. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ça doit être croisé. Ça ne doit pas être... Pourquoi on va défendre des gens cachés derrière pour dire réseaux sociaux? C'est quoi réseaux sociaux? Réseaux sociaux, ça, c'est la plateforme. Mais est-ce qu'ils produisent le contenu? Le contenu doit être régulé. Et c'est ce que la HAC fait faire. Et moi, je soutiens fortement. C'est-à-dire que c'est un travail qui aurait dû commencer depuis 20 ans, depuis 15 ans, 10 ans. Mais qui aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, dit-on, moi, je soutiens ça. Il ne s'agit pas de brimer quelqu'un. Il s'agit de rappeler les têtes. Comme d'ailleurs, la HAC fait de la pédagogie. Et je pense que Edouard Locaux, son équipe, c'est ce qu'ils font. Ils font de la pédagogie. Même nous qui sommes ici, à cette télé, nous subissons cette pédagogie aussi. Quand pendant longtemps, il y a une sorte de laisser-aller dans lequel nous tous on s'est plongé. Aujourd'hui, tout le monde se réveille pour dire « Ah, nous devons nous reprendre en main. » Parce que l'autorité s'est réveillée. L'autorité a envie d'aller plus loin. L'autorité, mais c'est au nom de l'égalité de tout le monde. C'est pour le plaisir. Si tout est bien régulé, chacun sait où il doit marcher. Dans un pays où le code
est bien respecté, il n'y a pas de vie, il y a peu d'accidents. Normalement, il suffit simplement que chacun connaisse ça. La liberté n'est pas l'impolitesse, n'est pas, disons, une sorte de laisser aller sur les plateformes pour dire que... Moi, un jour, j'ai mis sur un téléphone journaliste, j'animais l'édition du soir, du journal le matin, j'étais responsable, et j'ai mis, c'était le temps des braquages, j'ai mis, excusez-moi, j'ai mis, il faut tuer les bandits. Il faut brûler les bandits. Parce que c'était le temps où il y avait les trucs où les gens, ils arrêtent. Et qui m'a appelé? À Noël Alagbada, conseiller à la Agapit. J'ai lu ton texte. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu vas? Il dit, non, doyen, non, 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 non. Tu passes une voix. Mais ça là, c'est un appel à la révolte. C'est un appel à l'auto et se faire justice, à l'auto-justice. Mais il y a les institutions. Donc, mais je vous jure, quand je l'ai quitté, j'avais compris que j'ai un café. Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois. Je me suis laissé aller aussi sur un texte, en ayant des propos osés dans un journal, dans le matinal toujours. Mais c'est toujours. Moi, j'ai été convoqué devant la commission déontologie, de l'éthique de la HAC, devant le conseil Agbelissessi, à l'époque. Et même en tant que consultant ici, j'ai été interpellé, quand je suis dans la commission, devant le conseiller Maïndé, quand je suis devant la commission, devant le conseiller et Salami, j'ai été présent. Là, même en tant que ancien conseiller à la HAC, je ne suis pas allé crier pour dire que la liberté, moi j'ai donné mes explications. Et on m'a dit, comme on doit me dire, même la madame qui est là, nous a déjà interpellé une fois sur un contenu. C'est dire que laissons là, chacun faire son travail. Oui, donc, en la matière, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pas du tout. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Laissons là. Maintenant, s'il y a des dérives, il y a les voies de recours. Pourquoi? Donc, allons vers aussi, là, outrepasse, on va vers le voie de recours. Donc, moi, je n'ai pas du temps d'esprit sur cette question. Hein, et surtout, il faut encourager la HAC à nous mettre tous en sécurité. Il faut encourager nos institutions. Moi, quand je sors, je vois la police la nuit, je suis content. Parce que je me dis, mais je suis en sécurité. Oui. Donc, voilà un peu. Je suis pour que la police, dans chaque profession, s'exerce dans le respect de la loi et dans le respect de la liberté de chacun. C'est vrai que c'est un chantier que le secrétaire général de la RAC a dit. Donc, c'est un sujet sur lequel l'institution réfléchit. Les préoccupations étaient donc interrogatives. Vous avez apporté vos réponses. Allez, on va en venir maintenant à nos plateaux de Dimanche et Politique. Rapide Napoléon Bafouéka, on a abordé sur le duel la désignation des experts de l'audit du fichier électoral qui s'est fait apparemment ou qui se fait sous contestation des membres de certains membres du comité de pilotage. Pour nos invités, cette situation indiquerait un manque de confiance entre les acteurs. Moi, je vais vous demander si cette divergence est problématique pour la crédibilité de l'audit du fichier électoral lui-même. Agapit Napoléon Bafouéka. La question même est de savoir à quoi sert l'audit. On a déjà évacué ça. Ils se sont déjà expliqués. Donc, il ne sert à rien. Donc, le chamaillement, franchement, ça, selon vous. Ça c'est le chamail. Je peux accepter que c'est selon vous. Ça ne sert à rien. Selon la loi, l'ANIP affiche. On doit aller contrôler et remonter les observations à l'ANIP. L'ANIP corrige et transmet le fichier à la Sénat. La Sénat aussi un travail, il y a un temps d'affichage pour les centres de vote et chacun contrôle. L'audit ne sert à rien. S'il y a audit, c'est l'ANIP qui va demander de faire un audit lui-même pour pouvoir voir dans quelle mesure ces procédures, ces logiciels et autres. Ce que nous faisons là, c'est la concession de l'État. Le chef d'État voulant jouer le jeu ouvertement et loyalement, honnêtement, a concédé à l'opposition qui le revendiquait à UADIA, lui a concédé ça. Et vous voyez ce qui se passe, non? Ça montre simplement que ce n'était pas la préoccupation première. Regardez, il se chamaille autour. Donc vous voyez pas qu'il se chamaille. Il n'y a que les dissonances de M. Alokpo pour le moment. Bon, on n'a pas entendu d'autres personnes. Mais il est quand même membre de la... Est-ce qu'il est membre de ça? Oui, c'est lui qui disait qu'il n'y a pas longtemps qu'il y aura du violence, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, écoutez, laissez. Moi, je n'ai pas envie d'aller trop loin. Vous savez, ce pays, on a déjà tellement entendu et vu que ça là n'est que des plus phénomènes de plus. C'est-à-dire qu'il y en a tellement. Oui, ces choses-là, on les connaît. Pour moi, on a dit et redit, ça ne sert à rien, cet audit.
Vous pensez que la Sénat attend ça pour faire... Non, justement... Vous pensez que la Sénat attend ça pour aller aux élections? Je pense que les premières statistiques sont rendues le 15 de ce mois. Les missions de droit, le droit électoral n'implique pas cet audit-là. Le droit électoral n'implique... Donc du coup... Bon, on attend des résultats. Qui attend? Si on a investi le budget, enfin, des fonds publics, il faut rendre compte. C'est qu'on va rendre compte. Il faut rendre compte, mais ça n'empêche pas les élections de se passer. Ça, là, c'est l'inspection, ça, c'est l'administration de l'État, ça, c'est la SCPC, ça, c'est la Cour des comptes. Ça, là, c'est les instruments de l'État pour contrôler la gestion des fonds de l'État. Dans l'absolu, on va dire, ben, votre rapport, c'est à quoi de point de vue pertinence. Donc, du coup, mais moi, le chamaï, franchement, comme je l'ai dit, ça n'empêche en rien que les élections. Donc, la mission, elle est à l'ANIP. L'ANIP fait son travail, donne le relais à la Sénat, et ça se poursuit. Pour moi, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Non, ma question est quand même claire. Vous n'y avez pas répondu. Je vous demande si cette chamaille est problématique pour ce qui concerne la crédibilité même de l'audit. D'autant plus que c'est sur les... Et je vous dis que l'audit ne me sert à rien. Donc, du coup, sa crédibilité ou pas, ça ne sert à rien. L'audit, personne n'attend l'audit. L'audit ne sert à rien. Non, vous ne pouvez pas dire personne. Attendez, le chef d'État vous l'a même dit. Quand il a reçu le comité, était clair. On connaît la problématique de l'appurement de la liste. Il a déjà posé même les problèmes que tout le monde connaît, tous ceux qui s'intéressent au droit électoral, au processus électoral connaissent. Mais l'autre, il ne va pas donner plus. Donc, le travail à faire, c'est un travail normalement à faire après les élections. Normalement. On finit les élections et là maintenant l'ANIP a eu 5 années parce que c'est les seules élections nationales. Il y aura quelques élections par le CCIB, HAC et autres trucs. Mais ça, c'est pas les listes nationales. Après les élections prochaines, on a 4 années, au cours desquelles, ou 3 années et demie, au cours desquelles la Sénat peut, l'ANIP peut faire ce travail. On peut auditer le logiciel, on peut auditer le processus, on peut auditer le... Donc, qu'est-ce qu'on audite? Donc, il y a plusieurs audits internes en matière d'une liste. L'audit de quoi? Est-ce que c'est ceux qui ont 18 ans, l'âge de voter, qu'on va auditer comment est-ce que c'est les décès? Donc, l'appurement de la liste? Est-ce que... Donc, une liste, c'est la fossile, c'est la matière première. Après, le fichier électoral est tout un processus. Donc, est-ce que c'est l'audit du fichier électoral? C'est ça qu'ils disent. Mais le fichier électoral n'est pas à l'ANIP. Le fichier électoral n'est fichier que lorsque les correctifs ont été faits et le package qui est transmis à la Sénat, c'est ça qui est le fichier électoral. L'ANIP gère plus que le fichier électoral. L'ANIP gère un ensemble d'éléments liés à l'état civil. C'est plus élargi. Quel est le processus à auditer? Donc, on avait déjà évacué cette question. Du coup, quand l'État a décidé quand même de déroger à des attentes ou à des exigences au nom de la transparence, et maintenant l'intelligence du chamaï, vous voulez qu'on s'arrête à nous dire... C'est la question que je pose. Non, on cherche une transparence et les acteurs ne s'entendent pas déjà sur le processus de désignation. Mais ça, c'est pas moi. Et vous l'avez écouté à l'OPO. Oui. Invité le président Jean-Baptiste Elias. On l'a écouté cette semaine, enfin ce week-end sur un plateau, il a expliqué le processus. Le président Jean-Baptiste Elias, non? Si, il a expliqué le processus. Donc on attend la fin pour voir. Moi, je suis contre cette affaire. Mais je ne suis qu'un citoyen. Je suis un expert électoral. Je suis un analyste politique. Je suis expert électoral. J'analyse les processus électoraux. Je connais. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais qui suis-je parmi les 18 millions, les 12, 13 millions de Béninois? Une voix. Une simple voix. Donc, je dis pour moi, l'État a d'autres exigences. Alors donc, moi, je n'attends rien de cet audit. Et je sais que sans l'audit, on va faire les élections. Alors donc, voilà. On n'a jamais dit que l'audit était suspensif. Donc, du coup, les élections, si vous laissez à l'OPO qui va faire ces déclarations intempestives par-ci, par-là, bon, on écoute le président Jean-Baptiste Elias, on écoute d'autres acteurs, et puis on verra bien la suite. Voilà. Pour moi, c'est des combats internes. Ça ne comprend pas. Non, c'est pas national, ça. On a d'autres préoccupations plus sérieuses. Puisque le truc a été présenté, a été présenté comme quelque chose... Moi, je vais mettre l'intérêt sur la participation des citoyens au vote. Pourquoi le citoyen ne sort pas? Est-ce que, comme le disent les opposants, parce qu'ils crient et les menacent, ou bien c'est parce qu'on ne met plus l'argent dans l'affaire, ou bien est-ce que le citoyen sait qu'en ne sortant pas pour voter, il laisse d'autres décider des dirigeants pour 5 années où ils vont décider de nommer les gens partout parce qu'ils ont reçu l'autorisation, l'onction du peuple qui est sorti pour aller voter. Et ça. Ne pas aller voter, c'est le choix
de laisser les autres décider à votre place de qui va être chef pour 5 ans et décider de toute la vie de l'État et même de notre voix à l'international. Est-ce que quelqu'un leur a expliqué l'importance de ça? C'est ça que je vous dis. Donc, il y a des choses plus sérieuses. J'ai pris juste le cas pour dire qu'il y a des choses plus sérieuses dans lesquelles moi je suis prêt à m'investir, mais pas dans ce que vous dites là. Non, lui, ça ne me fait pas réfléchir. Allez, il y a autre chose qui peut-être va vous faire réfléchir, Agapit Napoléon Mafoika, si vous ne voulez pas parler de Lady. Venons alors à l'évolution de ce dossier sur le détournement supposé de milliards de francs CFA au ministère de l'Énergie. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a mis en place sa propre commission spéciale le 1er juillet avec un rapport attendu dans les 4 semaines à venir. Cela est-il réellement utile, Agapit Napoléon Mafoika, quand on sait que celui qui a fait l'alerte a confessé qu'il s'agit que de dénonciations sans fondement? J'ai suivi la sortie de maître Jacques Ligan et il a tout dit. Et sur nos plateaux, je pense qu'un cadre de haut commissariat est passé et a complété. Il a une collecte d'informations. Les confessions de l'autre n'empêchent pas. Ça peut être, il peut avoir pris peur. Peut-être que ce qu'il a dit est vrai. Il peut avoir pris peur. C'est pour ça que moi je salue les deux commissions. Que ce soit au niveau de HCBC, que ce soit au niveau du Parlement. Pour moi, il est clair, l'État a mis le cadre à disposition en le sortant du gouvernement. Il est libre et il doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité. Donc, moi, je trouve que le HCBC est dans son rôle, pleinement dans son rôle. Le HCBC ne juge pas, collecte des informations. Donc, aura la latitude d'avoir accès aux informations et donc de transmettre au chef de l'État. Parce que si le chef de l'État était informé de ce que le ministre de la Couronne avait dit, le problème ne se serait pas posé. Puisqu'il y aurait une documentation qui a existé et donc le ministre pourrait s'appuyer sur ce document-là. Alors, ce qu'il a dit, peut-être qu'il a constaté. Nul ne sait. Il a fait un mea culpa. On n'a pas le droit de douter. Mais dans le doute aussi est cartésien. Et donc, comme on a des organes, pourquoi ne pas les laisser agir? Donc, moi, je salue cette sortie dynamique. Je dis dynamique du SCPC. Et de nous donner des informations. Et l'État, tout le monde a vigilance. Donc, il n'y a pas, il y a rien à cacher. Ça doit être fluide. Et celui qui est à la tête de cette commission, c'est un grand monsieur de l'inspection. C'est un grand monsieur. J'ai eu la chance de faire la NSC avec lui. Il était gestionnaire de budget. Il était de l'IGE, l'inspection générale d'État. Donc, c'est un vieil auditeur, un grand auditeur. Je pense que l'inspection est allé chercher à un haut niveau pour donner de la matière. Et ça, c'est à saluer. Et c'est à saluer. Alors, si vous saluez cette mission qui est toujours en cours, il y a ce vendredi les parlementaires, vous venez de le dire, qui ont missionné donc les leurs pour faire une enquête parlementaire, alors que le HCPC enquête également. N'est-ce pas redondant ou bien c'est de la complémentarité? On peut trouver que c'est redondant en disant que les parlementaires auraient pu attendre et demander le rapport parce que c'est l'État. Mais ils ont le droit aussi, puis ça fait partie de leur. Mais normalement, la mission d'enquête parlementaire devrait suivre, je peux me tromper, je suis vraiment honorable, devrait suivre une question orale. Normalement, ou je peux me tromper. Normalement, pour décider de mettre une mission d'enquête, on devrait d'abord écouter le gouvernement sur et quand on n'est pas satisfait, on met en place la commission. Normalement, je peux me tromper. Donc, est-ce que c'est redondant? Oui. Moi, j'estime. Sinon, sur quel document de base vont-ils travailler? D'autant plus qu'il y a une mission en cours, en fait. Non, il faut travailler exactement comme dans le même ministère. Comme le même projet. 2 enquêtes différentes, pareil. On peut avoir 5. Ça fait quand même de l'argent du public. Le procureur peut s'auto-saisir. Ces organes ont ces moyens-là pour faire ces travaux. Et puis vous dites l'agent public. Oui. Ça tourne sur le même marché. Du point de vue de la micro... Dites-moi, on sort 10 millions à l'Assemblée, ça va tourner sur le marché national. On sort 20 millions, ça va tourner. C'est le même marché de la consommation. Oui, mais... Donc, dans l'absolu, ce n'est pas l'argent qu'on est allé investir en Europe. Pour moi, c'est de petits détails. Non, ce que vous dites là est discutable. Non. On parle de milliards siphonnés. Donc, ce n'est pas quelques millions sortis pour voir clair et surtout pas des yeux divergents
qui vont créer problème. Vous trouvez là, si par exemple, dans l'extraordinaire, le SPC ne trouve rien, pourquoi je dis même dans l'extraordinaire, si en toute logique, puis il a confessé, pourquoi je n'ai pas de droit de douter. Si le SPC dit il n'y a rien, on a vu, tout est dans le nom, on va dire, oh, c'est le gouvernement, que c'est le gouvernement qui a donné les instructions. Alors, si on dit ça, on va dire quoi? On va dire non, ça oui, c'est vrai, Jacques Migan, c'est le gouvernement, il est là, il répond aux ordres. Alors, c'est vous avez lu ça sur les réseaux sociaux. Alors, donc, quand le Parlement y va, il y a au moins, même si on me dit la majorité présidentielle est majoritaire, la majorité présidentielle est majoritaire, il y a quand même des yeux de l'opposition. Même s'il faut, je ne sais pas combien j'avais vu que. Ils ont combien? Très bien. Donc, au moins ces 3 yeux ces 3 paires d'yeux changent la donne. Puisque ce qui est écrit ne sera pas différent de ce qui va être transmis à l'un. Donc, du coup, ils auront l'occasion de faire aussi leur regard dans le dedans. On ne va pas me dire que les données du HCPC ne peuvent pas être différentes des données des parlementaires. Normalement. Donc, normalement, alors, moi, je trouve que c'est complémentaire. Ça va, nous, des bavardages du genre, l'HCPC, c'est le gouvernement. Alors, donc, moi, je trouve. Et puis, du point de vue de l'enquête sur le sujet. Parce que le procureur peut décider, ce n'est pas une affaire clôturée. Le procureur peut décider à tout moment de voir clair. D'autant qu'il y a le procès de la Dambi qui est là. Afin que l'assignation. Oui. Donc, c'est des éléments importants. C'est une collecte d'informations que je fais au Parlement, pour moi, qui doit pouvoir être. Par contre, je ne sais pas si, mais si l'on fait, ça veut dire que la loi permet de le faire directement sans passer par la commission, par les questions orales. Voilà. Mais moi, je veux bien m'intéresser du sort qu'on réserve souvent aux enquêtes parlementaires. Si ma mémoire est bonne, la dernière enquête, c'est sur le CNCB, mais bon, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces enquêtes parlementaires, Agapit Napoléon Mafarika? L'enquête parlementaire, ça permet de faire des recommandations au gouvernement. Oui, le rapport est rendu justement au chef de l'État. Exactement. On fait un débat public, on fait un débat en plénière normalement, et mais ça peut être rendu aussi à la Cour des comptes. Oui, donc aujourd'hui on a une Cour des comptes, donc ces documents peuvent être transmis à la Cour des comptes donc sa dissémination peut aider lors de la loi des règlements, peut-être, ou de certains contrôles effectués par les juges des comptes. Donc, ces procédures ne sont pas toujours brutées, mais ça permet un travail que des spécialistes font. Voilà. Donc, le contrôle des comptes de l'État est assuré par une institution de la République. Donc, ces données peuvent être. Maintenant, s'il y a des personnalités, qui a des responsabilités totalement impliquées, l'Assemblée peut voter. Par exemple, il constate tout ce que le ministre Adambi était plongé effectivement. Je dis par exemple, donc je donne une possibilité, que les déclarations de la CONA, oui, voilà, donc les déclarations, il constate que les déclarations de la CONA au départ étaient fondées. Il y a double faute. Il y a d'abord que le ministre Adambi donc aurait été, aurait sa responsabilité, parce qu'encore il faut dater de quand à quand ce siphonnage aurait eu lieu en griffe. Alors, l'Assemblée peut voter. Il bénéficie d'exceptions de juridiction et même de procédure. Ils ont double de protection. La procédure et la juridiction. L'Assemblée peut voter, premièrement, leur liberté de le libérer pour qu'ils répondent de leurs actes. Donc, ils peuvent. Là, maintenant, c'est le procureur qui prend le dossier de la Haute Cour de justice. Donc, l'Assemblée peut décider un peu ça. Je ne sais pas la mise en accusation, bien comment ça fonctionne. Mais ces éléments dont l'Assemblée peut instruire le gouvernement. Je ne sais pas qui instruit la Haute Cour de justice, ou bien transmettre ça à la Haute Cour de justice elle-même. Et donc, je pense qu'il y a quand même. Tout n'est pas nul dans cette affaire. C'est bon de collecter les informations. Après, l'Assemblée joue un rôle clé. Parce que c'est des ministres. Et les actes possibles, si ces actes étaient vraiment avérés, que c'est l'Assemblée qui sera amenée à les défaire de l'exception pour qu'ils aillent, enfin, les libérer, pour qu'ils aillent répondre devant la juridiction appropriée, la Haute Cour de justice, donc pour la procédure, et peut-être après pour pour le jugement. Donc vous voyez que ce n'est pas inutile que le Parlement fasse. La SPC fait un contrôle
pour informer le chef de l'État, le chef de l'État, et qui peut lui maintenant, au regard du document reçu, transmettre au procureur de la République pour une action publique. Donc vous voyez, les deux peuvent se cumuler. Et à un moment donné, il peut y avoir une sorte de convergence. Voilà. D'accord. Ok. Ben, on suit ce dossier. Ces deux dossiers, peut-être qu'ils vont se retrouver sur le terrain pour faire l'enquête ensemble, sait-on jamais. Non, ils ne doivent pas faire ça ensemble. Chacun, oui, parce que c'est deux structures. Mais les mêmes documents vont devoir circuler. Il serait bizarre que ce soit des types de documents. Bon, voilà. Le miracle peut intervenir, on verra bien. On verra bien s'il y aura chevauchement. En tout cas, ces deux enquêtes sont en cours, puisque le Parlement a donné quitus et puis les députés qui doivent siéger dans cette enquête parlementaire sont connus. On a encore 10 minutes et on finit sur cette dernière actualité ou ce dernier sujet débattu également sur nos plateaux ce week-end. Il s'agit des retrouvailles de l'ancien président Yahi Boni, également de l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Roumbédi, Agapit Napoléon Bafourekan. De quoi ces deux personnalités pourraient discuter compte tenu de leur histoire politique? Bon, c'est pas la première fois, hein, mais on ne communique toujours pas sur le contenu. Bon, c'est déjà un sujet. Ils vont discuter du chaos de 2011, de comment Adrien Roumbédi a dit qu'il a gagné les élections, il a formé un gouvernement et qu'après il a disparu du territoire national. Ils vont parler des chats qui se sont promenés dans la ville de Cotonou de Porto-Novo pendant ce temps. Ils vont peut-être parler de 2006, comment Yahi est venu ravir la vedette aux deux anciens. Ça, c'est peut-être les premières rencontres. Il y en a au moins 3 maintenant. Hein? Si ma mémoire est bonne, 3 ou 4. Comment on se rencontre? Donc, comment on se rencontre? Ils vont parler de tout ça. C'est sûr qu'ils ont des sujets en commun. Ouais, donc, c'est deux ex. Donc, ils ont des choses à se dire. Certainement. L'intrigue, c'est ce silence. Bon, quand ils disent ex, je ne parle pas des ex. Président, en tout cas pour ce qui est de la République et pour ce qui maintenant, l'un chef de parti et l'autre revendique. Ex-chef de parti. Non, l'un chef de parti et l'autre revendique à être encore chef. Et il n'a pas compris que les choses ont évolué. Alors, non, pour être sérieux, je pense qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, je vais vous expliquer. Ils se sont trompés. Je pense qu'il y a eu Boni allé vendre quelque chose à Roumbédi en janvier. Et Roumbédi n'a pas compris que les choses ont évolué. Et il a ressuscité à Badamassi, Moucharaf, dans la foulée, pour dire un certain nombre de choses sur le PRD. Lors des vœux, bon. Et depuis lors, ça tourne. Il faudrait voir que ça va être du vent. Ça va être du vent. La seule chose dont Adrien Roumbédi peut être possesseur encore aujourd'hui, c'est sa voix. Il peut réunir des gens qui l'aiment encore, qui le suivent encore en vous disant votez candidat démocrate. S'il veut dire ça, si c'est ça, le topo. Mais il ne peut pas avoir un autre topo. Il n'existe pas. C'est pour que le PRD sorte, le PRD ne sortira pas. Le PRD n'existe plus, le PRD est terminé, il n'y a pas, donc il n'y a plus. Du coup, donc leur rencontre, c'est pour fixer une sortie de Roumbédi pour dire voter les Porto-Noviens et les ceux du département de l'Ouémé qui sont les ancrages possibles du PRD à l'époque, sauront où nous allons, dans un passéisme révolu ou dans un avenir, disons, rêvé, comme on peut le dire. Où est le rêve? Dans le passé ou dans l'avenir? Voilà ce qu'on va chercher. Donc, du coup, moi, je pense qu'ils peuvent se rencontrer. Bon, peut-être que, même si le président Mouya, il peut s'installer à Porto, ça va faciliter la rencontre. Non, c'est pas mauvais qu'ils se parlent, moi, je trouve. Oui, non. Moi, je trouve même agréable de les voir comme ça. Parce que ça permet ça détend. Ils avaient eu des choses tellement à se dire. Il y a eu des malentendus. Ouais, c'est l'occasion qu'ils se voient, qu'ils se parlent. C'est bien. Hein, c'est bien, moi. L'intrigue, c'est sur le silence qu'il maintient, quand bien même ils font fuiter quelques images. Serait-ce parce qu'il n'y a pas encore entente sur le motif de négociation ou bien c'est un silence délibéré? Non, il ne peut pas avoir d'entente particulière. Parce qu'en fait, le jeu est faussé dans le départ. Je pense que leur analyse n'a pas été bien menée. Ils n'ont pas... Avec autant de rencontres là? Non, les rencontres permettent maintenant d'analyser des situations qu'au départ, ils n'avaient pas vu venir. C'est que ressusciter ce PRD n'était pas si évident. Mais je pense que ça a été un rêve de départ. Donc aujourd'hui, ce PRD n'est pas ressuscitable. Il est totalement mort et enterré.
Donc, son siège a été légué. Ses logos ont été transmutés. Alors, il reste quoi? Et du coup, on peut créer un nouveau PRD. Mais dans 3 mois, dans 3 mois ou 4 mois, on est en juillet, 7e mois, donc dans 3 mois, on aura les candidats à l'élection présidentielle. Oui. 1 mois ou 2 mois après, on aura les candidats aux législatives. Oui. Il n'y a pas d'alliance. Donc il ne peut qu'avoir quelqu'un qui va suivre l'autre. Les démocrates sont un parti reconnu, parti représentant à l'Assemblée nationale, présidé par le président Yahi. Oui. Mais Adrien Béji, lui, il préside rien. Mais il a une personnalité, il a une aura, sa voix porte encore dans certaines contrées. Donc il y a quelque chose à mettre dans la balance quand même. Enfin, même si ce n'est non, c'est pour dire que... à votre lecture, le PRD, il a quelque chose à mettre dans la balance. Mais c'est ça que je vous explique. Oui. On dit qu'on n'entend rien, donc il n'y a rien à entendre que ces choses. Je vous dis les possibilités de choses qu'on peut entendre. C'est-à-dire, on soutient la candidate. Maître Adrien va dire, je soutiens le candidat des démocrates. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a pas d'accord de gouvernance, à moins que lui-même n'est pas qualifié pour aller aux élections. Donc du coup, l'accord de gouvernance ne peut pas exister. Parce que l'accord de gouvernance, il faut encore, à moins qu'une personnalité proche de Mbedi ait choisi par l'LD. Peut-être bien. Ça, c'est l'élection présidentielle. Pour la législative, il n'y a même pas d'accord de coalition parlementaire parce qu'il n'y a pas de partis. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez? Mais Adrien Mbedi peut sortir, peut entrer, peut aller faire campagne aux côtés des... Mais il n'a pas encore dit qu'il n'est pas... Il n'a pas encore dit ça. Il revendique son parti, mais il n'a pas encore décidé de quitter. Il a demandé dans la dernière lettre qu'il voudrait bien qu'il mette un terme à cet accord, enfin de cette fusion. Enfin, c'est ce qu'il a écrit, si je me réfère à la lettre. Non, il ne peut pas. C'est pas possible. Oui. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de démissionner de fait. Ou alors le parti le démissionne, donc le suspend. Et qu'il faudrait que le parti fasse preuve d'équité. Ce qui est à Romanois, il faudrait bien que parfois on me dise ça. Qu'est-ce que lui il a fait? Il perturbe le parti. C'est-à-dire que si, je dis si, il n'y a pas eu autre chose, donc on va suivre. Mais si il continue l'activisme hors parti, là maintenant il est libre, il est président de l'Assemblée nationale, donc il peut rencontrer... Justement qui il veut, comme il veut. Mais il ne peut pas donner un mot d'ordre différent. Il n'en a pas encore donné. Voilà, donc si qu'on met... Il faudrait que le parti soit juste. Je crois qu'il avisera certainement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que rien de... C'est ça, les gens quittent UP, ils vont à BR, ils quittent BR, ils vont à LD, ils quittent Moël, ils vont à C. C'est ça. Donc, le terrain est animé. En réalité, ils sont deux personnalités. Ils sont libres de se rencontrer. Il n'y a rien d'anormal. Moi, je pense que c'est parce que nous en parlons un peu trop que ça devient événement. C'est une banalité. Hein? L'événement, c'était le chamaillement autour de PRD. Vous l'avez entendu, il y a Iboni parler de ça. Ça ne le concerne pas. Voilà. Donc, il n'a rien à faire dans ça. Donc, c'est une banalité qui se rencontre. Et qui se rencontre, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et j'encourage. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouéka, pour votre disponibilité à tenir ce programme ce soir. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche que nous vous avons proposé ce lundi. C'est vrai que ça fait 2 lundi. Oui, 2 lundis de suite, j'ai du mal. Ça peut être bien donner des idées, enfin. Allez, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes qui se poursuivent d'ailleurs. Pour ceux-là qui nous ont pris au vol, ce décryptage est disponible sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et également sur notre application E-Télé Bénin que vous pouvez télécharger. E-Télé avec vous, pour vous.